Aujourd'hui, on va parler un peu de l'ère du temps. L'ère du temps, parce que il semble que, et nous en parlons tous un peu dans nos articles, dans nos analyses, que les relations internationales sont en train de régresser, ou ont déjà régressé à une ère de brutalité de plus en plus assumée. Ce n'est pas que nous sommes, personne n'est naïf. On a toujours su que les relations internationales, en fait, c'est une cosmétique, hein, où la diplomatie, sous des couverts de jolis mots, en fait, cache la brutale compétition économique. Mais au moins, jusqu'ici, les textes sont évoqués, on danse autour des textes. Il semble que, avec ce qui se passe depuis quelques temps, on a souvent parlé de la crise du multilatéralisme. Est-ce qu'on est en train d'arriver à un contexte où nous sommes même plus en crise, c'est-à-dire que le multilatéralisme serait quelque chose qui devient presque un gros mot. On ne va pas notamment citer de, de situations spécifiques. Nous voyons bien que la brutalité des relations internationales est quelque chose qui est assumé sans aucune précaution par ceux qui l'exercent. Alors, il faut, je crois, qu'on évite de se distraire à trop suranalyser, c'est que le mot n'est pas français, ce qui se passe ailleurs. On l'analyse, mais je crois qu'il faut qu'on regarde ça à travers des lentilles africaines. Comment l'Afrique se débat dans ce type de situation, pour ne pas que, comme d'habitude, nous sommes ceux à qui on pense, et même nous-mêmes, nous pensons à nous, après que le reste du monde ait déjà fait sa cuisine. Alors moi, je suis très chanceux aujourd'hui de recevoir deux personnes de culture et d'analyse. Amadou Dion, je ne vais pas faire l'injure de le présenter. En tout cas, ici, en ce moment, nous sommes au Bénin, où il est le représentant de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour le Bénin. Après avoir longtemps œuvré au niveau de l'Union africaine, et justement, l'Union africaine, nous allons en parler. Et puis Mathias Roubaix, je ne vais pas faire l'injure de présenter Mathias, je dirais juste que c'est sans aucun doute, en ce qui me concerne, l'un des meilleurs analystes politiques de la place. Alors, je crois que je vais commencer par Amadou, pas d'Enes. Nous sommes à cette ère dont je viens de parler. Est-ce que c'est une situation spécifique, temporaire, on parle de la crise du multilatéralisme, ou bien les données ont changé au point qu'il faut absolument, en ce qui nous concerne, réfléchir à autre chose? Qu'est-ce que tu dirais de cette approche? Merci, Moujib. Je suis. D'abord, félicitations pour Utumo. Je pense, je suis ravi de voir que, de mesurer le sacrifice que tu as fait. Bon, je sais ce que tu as abandonné pour faire ce que tu es en train de faire. Et je pense que nous te devons cette reconnaissance-là. Et j'ai été très, très honoré quand tu m'as dit que tu voudrais notre point de vue, Mathias et moi, sur un certain nombre de sujets. Et tu me donnes l'occasion de rencontrer Mathias parce que j'ai même parfois sollicité ses commentaires sur un certain nombre de choses. Bon, mais c'est aujourd'hui que la Providence a voulu que nous puissions partager un peu ces moments pour parler de ce qui nous concerne au plus haut point. Et je crois que j'ai retenu un peu de ton introduction le fait que la cuisine est faite et on appelle les Africains. Je pense, et dans le petit résumé que tu nous as fait parvenir, il y a un aspect qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'est-ce que l'Afrique fait dans ces moments de rupture. Bon, et la question c'est de savoir est-ce que c'est une rupture ou bien c'est un moment. Alors, je me souviens d'une phrase que j'ai lue hier ou avant-hier où quelqu'un se posait la question justement par rapport à ça et qui reprenait un auteur du XVIIIe siècle, je pense que c'est Joseph de Maistre. Il lui a dit, mais ce qui se passe là, c'est un événement.
Il lui dit non, ce n'est pas un événement, c'est une époque. Et je pense que c'est une époque, c'est mon point de vue. J'ai essayé de mettre sur papier un certain nombre de choses, bon, certainement que le soleil va publier aujourd'hui ou demain. Le soleil à Dakar. Ouais. Parce que la question que moi je me suis posée, et certainement Mathias, j'attends avec impatience ton analyse, la question que je me suis posée, c'est est-ce que le XXe siècle, et si le XXe siècle était simplement une parenthèse dans l'histoire de la force de l'humanité? Parce qu'au fond, dans l'histoire, dans l'historiographie, le XXe siècle, c'est pas 1900, c'est pas 1919, c'est véritablement 1945 dans l'historiographie. Voilà. Donc, parce que la mentalité qui a prévalu jusqu'à la Deuxième Guerre, c'est une mentalité du XIXe siècle. Bon, même si, bien sûr, on a eu des efforts qui ont été faits en 19, etc., avec les points de Wilson et tout ça, et la naissance de la SDS et tout ça, Brian Kellogg's, 1928, tout ça. Mais tout ça collapse parce que simplement, nous étions encore dans cet esprit du 19e siècle. Et il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est important, ceux qui dirigent la plus grande puissance de notre planète veulent diriger le monde sur la base des paramètres du 19e siècle. La preuve, c'est que toutes leurs références, si vous regardez, les références en termes politiques, les références économiques, toutes les références sont du 19e siècle. Et je crois, oui, que nous pouvons le dire, que nous entrons dans une nouvelle ère. Ça va être très difficile pour ceux qui ne se sont pas préparés et certainement pour nous autres Africains. Et nous pourrons peut-être au cours des débats voir comment déjà les prémices de certains actes qui sont posés de part et d'autre, je pense ici à la Corne de l'Afrique, à tout ce qui se passe dans les Grands Lacs et la nouvelle façon de vouloir entre guillemets, bricoler des accords et tout ça. Je pense que c'est un nouvel esprit qui est là. Oui, oui. Je pense que nous sommes dans une nouvelle ère. Donc, ce serait là pour durer. Vraiment, c'est ce que je pense aussi. Et en ce qui concerne le 19e siècle, ça a sans doute été un siècle très violent. Et on sait que c'était le siècle où ont été pensés, comme c'est déjà le siècle de la conférence de Berlin, en ce qui nous concerne. Hein, et même tout, il y a eu beaucoup de droits inégaux, de traités inégaux. On avait pensé donc, après la guerre, on revenait à une sorte d'humanité, voire de civilité, de civilisation. Donc peut-être qu'on est retombé dans ce qui est la nature humaine. Donc, comme tu parlais et je donne la parole à Mathias, tu parlais de mentalité du passé. Moi, j'ai lu quelque chose récemment où quelqu'un disait que nous sommes dans l'ère où les technologies futuristes sont aux mains des mentalités archaïques. Je crois que c'est un peu ça ressemble. Mais Mathias, justement, avant qu'on parle de l'Union africaine, on a vu par exemple la CEDEAO aussi s'est prononcée récemment après l'attaque du Venezuela. Et tout à l'heure, je parlais avec Amadou, je disais, bon, peut-être, ça mange peut-être pas de pain de la CEDEAO, c'est l'Union africaine, mais est-ce que ce n'est pas pour nous, psychologiquement, pour nos enfants, de pouvoir savoir qu'au moins, on essaie d'exister dans ce contexte. Disons que dans ce contexte, je voudrais quand même rapidement évoquer la question de la différence entre une crise ou carrément une rupture, n'est-ce pas, du droit international, de l'ordre global mondial. Personnellement, je pense qu'on traverse un moment de crise dont on peut identifier des paramètres, des facteurs, etc., que l'avenir ne sera plus comme le passé. On ne peut pas revenir en arrière au statu quo ex ante, comme on dit. Il y aurait une transformation de l'ordre mondial, il y aurait une transformation du cadre du droit international, mais je n'arrive pas à imaginer un monde sans droit international. Parce que même pour la plus grande puissance du monde, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je considère les réactions des États-Unis aujourd'hui comme une manifestation de ce qu'ils n'arrivent plus à contrôler le monde comme ils le faisaient avant.
Ça veut dire que si on va vers un monde brutal, comme si on transformait le monde en jungle aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus les seuls, ils ne sont plus les plus forts de la basse-cour. Donc on est obligé à un moment donné de se rasseoir pour redéfinir un cadre de fonctionnement paisible. Donc je n'arrive pas à envisager un futur comme si le monde devenait une jungle, parce que ce n'est pas tenable, y compris pour les États-Unis eux-mêmes. Maintenant, quelles sont les raisons que moi j'ai d'espérer qu'on n'irait pas dans ce sens-là? C'est la première raison fondamentale pour moi, c'est la politique interne aux États-Unis. Vous voyez comment Trump et son groupe sont en train d'amener ces changements. Si on fait les élections partielles simplement en mars, qui commencent en mars, et que la majorité change au Congrès, vous allez voir un changement relativement substantiel et on ne reviendra pas en arrière, mais il peut y avoir un changement. Et donc le changement simplement de gouvernance aux États-Unis peut nous ramener à un stade où il faut rediscuter et redéfinir les choses. La manière dont les autres vont s'organiser, jusque là au fond, on ne sait pas ce que la Chine veut faire, on ne sait pas ce que les États-Unis, l'Union européenne continue de s'interroger, leur réaction également peut aider à déterminer ce qui va être l'avenir. Moi, je pense plus à la Chine, à la Russie également européenne, parce que l'Union européenne, c'est vrai, je suis d'accord. Mais au moins aujourd'hui, vous voyez que tout le monde sait, tout le monde regarde la Chine. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, moi, je pense qu'il y a des raisons qui font que je pense qu'on va se rasseoir pour discuter. Si on revient en Afrique, l'inquiétude pour nous, et je reviens à ce que disait son Excellence tout à l'heure, c'est qu'on a toujours été comme en griffe, comme si on était désintéressé de ce qui se passait. Comme si ça ne nous concernait pas. Mais en fait, quand ils vont finir un jour et qu'ils vont s'entendre, si on ne fait pas attention, on va se retrouver dans leur menu à table qu'ils vont manger. Et on a intérêt à éviter cela. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, je crois, Mathias, moi je suis un optimiste comme toi. Je crois sincèrement que la loi de la jungle n'est pas tenable. Pourquoi? Parce que les armes de dissuasion sont là. Et je pense que c'est l'existence de l'arme nucléaire est un élément fondamental de la survie d'un système international. Je pense que on se tient, comme on dit, comme disent les enfants, par la barbichette. Et personne ne va au suicide. Maintenant, tout le problème, c'est qu'on a des strates d'existence des États. Donc, et la question est de savoir, c'est ce que j'essaie de comprendre avec cette multipolarité dont il a parlé. Nous sommes dans un environnement où on a bien sûr ce qu'on peut appeler ce syndrome de Thucydide qui est là et face à une Amérique qui est consciente de la perte de son hégémonie et une Chine qui veut tout faire pour faire oublier les traités inégaux du 19e siècle, une Afrique qui est toujours traumatisée par Berlin et tout ça. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que l'affaire du Venezuela a révélé une chose importante de mon point de vue. C'est que mon impression est que la Chine n'est pas encore prête. Et sur beaucoup d'aspects, parce qu'il y a beaucoup de provocations sur la Chine depuis quelque temps, sur Panama, parce que le Venezuela, tout le pétrole du Venezuela est acheté par les Chinois. Donc, s'attaquer au Venezuela, c'est s'attaquer simplement aux sources d'approvisionnement de la Chine. Et les Chinois restent très posés, très calmes et tout. Bon, alors, d'aucuns pensent que, oui, il y a une super entente entre ce qu'on peut appeler les trois grands, plus les puissances intermédiaires. Bon, vous voyez ce que le travail, le problème que nous avons au niveau de la Corne de l'Afrique, c'est une dynamique extrêmement dangereuse. Bon, parce qu'il y a des forces aujourd'hui en deçà des trois qui jouent un jeu qui pourrait amener à faire intervenir les plus grands. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Bon, même si, comme il dit, nous trouverons des arrangements. Ce ne sera plus, bien sûr, le cadre que nous avons connu, que nous avons tous défendu, le cadre de la démocratie,
de ce qu'on peut appeler les droits des peuples, les droits de l'homme et des peuples, bon, il y aura certainement quelque chose de nouveau sur lequel les gens vont s'entendre, mais à quel prix pour nous en tant qu'Africains? Et sommes-nous prêts? Voilà. Parce que j'ai observé deux choses concernant l'Afrique. La façon dont, plus ou moins, les Africains ont été dessaisis de la question de la RDC. De la RDC. De la RDC. On a été totalement dessaisis. D'un côté au Qatar, de l'autre côté. Voilà. La crise interne donc, se règle avec le Qatar, qui est un pays très spécialisé dans la gestion des crises internes. Et de l'autre, la crise régionale en tant que telle est directement managée par l'Amérique. Et je crois que ça a été un moment, je dirais, bon, assez compliqué pour l'Afrique. Et vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé le 18 décembre. Je pense que c'est le 18 décembre de l'année dernière, quand le président de l'Union africaine, l'Angola, attendait les chefs d'État pour signer pour des négociations, et on se retrouve au Qatar. Voilà, c'est l'image qu'on a gardée, et je pense que cette image est terrible. L'autre image terrible, c'est de voir la disposition de la table. Je ne sais pas si vous avez vu cette image lors de la signature de l'accord de Washington. Je pense que c'est une image qui renvoie à beaucoup de choses. Et je crois que c'est terrifiant. C'est terrifiant. Mathias, je t'enverrai un article que j'ai partagé avec lui. Je pense que c'était hier. Un article écrit par quelqu'un de connu parce qu'il est un financier, il est quelqu'un de très connu à Los Angeles. C'est Grant Arthur Kochner, qui est connu aussi dans les milieux israéliens et tout ça, qui a des origines, qui a je pense, des attaches sud-africaines aussi, et qui a écrit un article avec un titre terrifiant. Africa must fragment. Oui. And South Africa first. South Africa should be the first. Ouais. Et ça, c'est un article du 2 janvier. C'est terrifiant. Et quand je partageais ça avec lui, c'était justement en réponse à l'addendum qu'il nous a envoyé pour dire que nous ne pouvons pas rester comme ça. Parce que les gens voient carrément ce qu'ils veulent faire de l'Afrique, ce qu'ils veulent faire de notre continent. Et c'est toute la pertinence du communiqué de l'Union africaine et bien sûr suivi de celui de la CEDEAO. Mais justement, le communiqué de l'Union africaine, est-ce que ça apparaît comme c'est sans doute pas une première, mais comme un changement de cap? Moi, ok, tu me diras, parce que la critique générale, qui est évidemment facile, les gens n'ont pas forcément les informations, c'est que nos institutions ne s'expriment pas sur les choses du monde, comme si nous n'étions pas concernés, alors que bien évidemment, c'est nous qui serons à un certain moment les victimes de ces... Et donc ça, moi j'ai vécu ça un peu comme un bon cadeau, même si ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est un bon cadeau de bonne année, quoi, que l'Union africaine s'exprime comme ça. Ma question initiale aurait été, comment ça se passe à l'Union africaine pour venir à ce type de... J'imagine que ce n'est pas juste la condition qui s'y met, ça doit... Et pourtant, ils ont réagi assez vite. Alors, comment ça se passe, comment ça se passe? Et aussi, en fonction de ce qui s'est passé, au moins, je crois que les jeunes, ils peuvent s'identifier au fait que l'institution majeure africaine ait dit quelque chose. Sinon, pour eux, ce serait normal que tout se passe et que nous ne fassions rien. Et voilà comment de génération en génération, on traîne cette apathie-là. Alors, comment ça se passe au niveau de l'Union africaine?
la commission, évidemment, j'imagine qu'on contacte tous les autres pays. Donc 54 pays sont contactés pour pouvoir arriver à un consensus. Non, c'est sûr qu'il y a eu, bien sûr, bon, vous savez, c'est un événement majeur, hein. Donc, dans ces cas-là, même si c'est le président de la commission qui signe un peu le communiqué, au fond, ça reflète la position des Africains. Il a dû certainement consulter certaines capitales, à commencer par le président en exercice surtout, qui est l'Angola, les membres du bureau de la conférence, et bien sûr aussi certains autres pays. Et je crois, si on a abouti à ce langage-là, ça veut dire que quelque part, les éléments de langage ont été partagés avec un certain nombre de pays qui en fait reflètent le consensus africain. Et je crois que le texte reflète effectivement aussi non seulement notre consensus, mais nos propres peurs par rapport à ce qui se passe. Et Mathias, tu as dit quelque chose par rapport à nos enfants et à cette jeune génération qui attend qu'on montre que l'Afrique est là. Et souvent, j'ai eu des difficultés, Mathias, je suis certain que tu vis la même chose, parce que quand je lis, par exemple, toutes les nouvelles tendances dans la société américaine, le masculinisme débridé, la remise en cause des droits des femmes, la remise en cause de la diversité, bien sûr, toute cette violence qui se développe autour des plus faibles, un peu le resserrement de la richesse, la concentration de la richesse. Et j'ai dit, mais si nous, Africains, on ne se sent pas concernés par ça, on est aveugle. Parce qu'au fond, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est un monde qui semble commencer à se structurer autour d'un groupe. Je suis ici, non pas en tant que diplomate, mais je suis ici, je le rappelle, en tant que citoyen africain et analyste politique qui a un point de vue sur le monde qui nous entoure et le monde que nous vivons. Parce que ce que moi j'ai constaté, et je vous renvoie à un livre vous vous souvenez souvent de Yanis Varoufakis. Voilà. L'ancien Premier ministre grec. Ouais, il a écrit un livre dernièrement qu'il a appelé Technoféodalisme. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il montre comment on passe de ce capitalisme financiarisé et tout, vers une espèce de nouvelle forme de féodalisme, avec une oligarchie, une nouvelle seigneurie qui tourne autour des grandes fortunes du monde et justement les big tech, les grandes fortunes du monde, les grandes sociétés pétrolières qui sont dans la négation climatique. Et tout ce monde aujourd'hui se regroupe autour d'une idée qui est que c'est à eux de diriger le monde. Et c'est dangereux parce que toute la guerre autour des métaux et des terres rares, etc., bon, c'est pour satisfaire leurs besoins. Vous savez, cette histoire aujourd'hui, il y a des pénuries d'électricité dans les grands pays. Aux États-Unis, on en connaît. En Pennsylvanie, il y a quelques jours, il y a eu ça. Pourquoi? Parce que les big tech ont besoin d'énergie et aujourd'hui, c'est eux qui vont utiliser l'uranium parce qu'ils vont faire des centrales nucléaires pour les data centers. On a même l'impression que certaines déclarations qui sont faites, c'est irresponsable de les dire. Moi, finalement, l'impression que j'ai, c'est que ces déclarations-là, ces affirmations un peu trop bombastiques comme ça, c'est fait pour rassurer ces gens-là. Pour leur dire que, voilà, on va avoir du pétrole, on va pouvoir diriger un pays étranger, etc., pour les rassurer parce que c'est eux qui ont besoin de ces ressources-là pour leur travail. Mais c'est la matière oui, de leur... je voulais dire quelque chose par rapport au communiqué
communiqué de l'Union africaine, je crois que la CEDEAO aussi. La CEDEAO également. Quand on fait attention, le ton n'est pas le même selon que si le communiqué vient d'un pays. Si vous voyez par exemple le communiqué du gouvernement sud-africain, le ton est déjà aussi, le ton est déjà plus. Voilà, exactement. Donc je pense que les organisations comme l'Union africaine, la CEDEAO, ont leur dynamique parce que quand vous mettez plusieurs pays, vous faites attention à la sensibilité de chacun. Ça c'est un. Et je pense que de deux, leur premier rôle, lorsque dans des organisations comme ça, vous n'êtes pas les plus forts, c'est vous qui rappelez les principes. Vous voyez que la première chose qu'ils font, c'est rappeler les principes. Parce que tu as dit tout à l'heure, au début, et tu as raison, que quel que soit l'ordre que vous créez dans une communauté humaine, c'est toujours une sorte de formalisation du rapport de force. Tout à fait. En dessous, vous avez le rapport de force. Et ces rapports de force, pour que les plus forts ne piétinent pas les plus faibles, contiennent toujours des dispositions qui protègent les faibles. Ouais. Donc, ce sont les faibles qui ont intérêt souvent à rappeler les principes, à rappeler. Donc, je crois que l'Union africaine, vous allez voir que la CEDEAO commence par rappeler les principes qu'il faut respecter, etc. Donc, moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle et qu'ils jouent le rôle qui correspond au niveau où ils sont. La seule chose que vous avez dit tous les deux, je suis complètement d'accord, c'est qu'on ne s'arrête pas là. Nous, en tant qu'Africains, on veut être rassurés de savoir qu'aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, il y a une réflexion qui a commencé, ou bien qui se poursuit, pour qu'on comprenne ce qui se passe, Est-ce qu'on pour sait? qu'on se situe. Voilà, exactement. Est-ce qu'on sait? Voilà, Est-ce qu'il y a quelque exactement. chose comme ça? Et ça, moi, je n'en ai pas connaissance, mais je crois que c'est ce qu'on doit faire. C'est primordial. Nous devons chercher à comprendre ce qui se passe en ce moment. Nous devons chercher à faire des projections sur l'avenir pour voir les différentes éventualités possibles et dire comment nous s'organise pour protéger nos intérêts. Parce que si on est allé au Venezuela, si on décide demain de descendre sur la RDC et de dire bon, on va occuper la zone où il y a des mines là, je ne sais pas, qui peut. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'attaque sur le Nigeria. Voilà, c'est ça. Donc je pense que nous avons intérêt à nous asseoir et à réfléchir et à essayer de comprendre et à nous préparer. Sinon, comme toujours, le jour où ça va s'arrêter, ils vont s'entendre. Ça veut dire qu'il y a déjà une division des richesses du monde sur lesquelles ils sont entendus et chacun sait le rôle qu'il a joué. Mais nous serons dans le menu, on ne sera pas. Oui, plus que ça. Moi, j'ai l'impression que, on parlait de la conférence de Berlin, c'est-à-dire le principe est resté le même. N'oublions pas, parce que moi, jusqu'à il y a 5 ans, je ne savais pas que la Russie avait participé à la conférence de Berlin. Donc, n'oublions pas que la cible, c'est toujours nous. Et à ce moment-là, il y a une entente objective entre des gens, des entités qui se disputent. Et moi, je me désespère, franchement, de voir que ou bien nous ne comprenons pas, ou bien nous ne comprenons pas l'urgence, et nous ne comprenons pas qu'il faut léguer autre chose aux générations qui viennent. Et voilà, nous évoluons dedans en essayant de faire des colmatages, des petites réparations, sans aller dans le fond, comme ce que disait Mathias. Mais justement, peut-être que ça nous amène sur l'aspect de la société civile, parce qu'encore, c'est ce qu'on a comme vecteur pour pouvoir parler aux gens qui décident, que ce soit dans les institutions internationales, régionales ou même nationales. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et tu peux revenir sur ça, je suis en train de dévier un peu, est-ce qu'il n'y a pas un blocage, je veux dire, factuel au niveau de la société civile? Je ne peux même pas parler des capacités ou des ressources, mais le fait que l'interpellation, parfois, peut délégitimer les prérogatives. Donc, vous interpellez un État, comme vous dites, délégitimer un peu les prérogatives. Et il faut toujours trouver la balance. Je ne sais pas comment vous voyez ces difficultés-là pour Voilà, je pense que la question de la société civile est une question importante. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué progressivement à affaiblir considérablement la société civile dans notre pays. Le premier facteur, je pense que c'est leur incapacité à s'adapter à l'évolution de l'environnement dans lequel ces organisations interviennent. Vous vous imaginez, au début des années 90, jusqu'à la fin des années 90, moi je connais au Sénégal, je connais ici au Bénin, je connais au Ghana, au Nigeria, une organisation sort, fait un communiqué de conférence de presse, le gouvernement réagit en même temps. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire 1000 conférences de presse. Personne ne va réagir. Ça veut dire qu'on ne s'est pas adapté à l'évolution des moyens auxquels les gouvernements peuvent être sensibles. Que ce soit dans la manière de collecter, d'analyser, de produire les réflexions
que ce soit dans la manière de les faire circuler. Moi, je connais beaucoup de pays aujourd'hui, ce qu'on appelle les influenceurs. Un influenceur parle, vous allez voir que le gouvernement réagit en même temps. Ça veut dire qu'il y a un changement auquel les organisations ne se sont pas adaptées. Deuxième élément, c'est quand même cette dynamique qui a commencé depuis quelques temps, qui raréfie les ressources des organisations de la société civile. Parce qu'à 98%, je peux m'exagérer, dans 100%, ce ne sont pas des ressources qui viennent de nos pays africains. Ce sont des ressources qui viennent d'ailleurs. Et donc, cette dynamique qui raréfie ces ressources a fait. Troisième élément pour moi, qui est le plus important peut-être, c'est qu'au fond, dans quasiment tous les pays, il y a une restriction de l'espace civique progressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays où la société civile est libre de faire ce qu'elle veut. Je comprends très bien le problème que tu as posé tout à l'heure. La société civile n'a jamais su travailler avec le pouvoir. Parce qu'elle se voit Pour les circonstances. Voilà, elle ne se voit pas, elle n'arrive pas à jouer le rôle de facteur de contribution au travail de l'État, c'est-à-dire que sa capacité à contribuer, elle se voit beaucoup plus comme force d'interrogation qui appelle le gouvernement à rendre compte. Et quand tu te mets dans cette logique dans nos pays, tu apparais en même temps comme un allié de l'opposition, on te frappe au même titre qu'on frappe l'opposition. Donc, nos pouvoirs ne comprenant pas la pertinence de la contribution de la société civile, on pensait qu'il faut les faire taire au même titre qu'on fait taire, par exemple, les opposants, au même titre qu'on fait pour les médias. Au lieu de comprendre l'importance et l'utilité de la société civile, de voir comment les amener à être plus utiles pour nos pays, à voir comment même générer des ressources à l'interne pour les aider à travailler parce qu'ils ne peuvent qu'apporter une contribution à la gouvernance dans nos pays. Mais si l'État donne des ressources à la société civile, on dirait que la société civile est inféodée. Ça dépend de la manière dont ça fonctionne. L'État peut donner des ressources tout en garantissant la liberté de la société civile. Et ça dépend du degré de compréhension des animateurs de l'État, de l'importance et du rôle que la société peut jouer dans la gouvernance, la qualité de la gouvernance dans les pays. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous voilà à un moment où la société civile peut être utile. Vous voyez que les réflexions dont on parle sur l'effort pour comprendre ce qui se passe maintenant, moi je connais, il y a un mois, j'étais à Dakar, à un atelier organisé par Afrobarometre, où l'idée c'était de voir ce changement qui est en train de naître, où on sent la disparition progressive du multilatéralisme, comment est-ce que l'Afrique peut contribuer à la réflexion, quels sont les défis que l'Afrique doit affronter, etc. Où on a réuni des gens d'un peu partout de l'Afrique pour réfléchir. Donc, ces organisations sont capables de faire ce genre de travail. Mais il appartient à la CEDEAO, à l'Union africaine, à nos États de comprendre que là-bas, nous avons des gens qui peuvent aider. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les idées qu'ils avancent, mais oui, ils peuvent vous aider à faire des réflexions, à nourrir les idées, etc. Non, tu sais, Mathias, je reviens à ce que tu as dit dans ta précédente intervention, parce qu'au fond, cette réflexion dont tu parles, cette réflexion en profondeur, on en a besoin. Pourquoi? Souvenons-nous qu'en 90, avec la chute du mur de Berlin, au niveau de l'OUA de l'époque, il y a eu une réflexion profonde sur cette question. Je me souviens de toutes les réunions qu'il y a eu, et même bien sûr, de la première fois où l'OUA a réuni la société civile africaine. Je crois que c'était des moments extraordinairement importants. C'est l'histoire ancienne. Voilà, non, tu sais, c'est ça le problème, parce que ça fait 30 ans maximum. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Et à l'époque, tout ça est parti d'une réflexion de Ahmed Salim sur un peu les défis, le défi de l'Afrique face au monde nouveau qui est en train de naître. Et donc, c'est ce texte qui a plus ou moins guidé, je crois, c'est ce qui a guidé toute la réflexion qui a suivi avec la démocratisation, le processus démocratique, tout ce qui concerne. Il y a même un texte qui a été voté, qui a été adopté au Caire, la déclaration sur un peu les principes des élections, de la démocratie, etc. Et par rapport à la situation actuelle, le monde qui est en train de d'éclore sous nos yeux,
il y a quelque temps, j'ai lu dans, oui, oui, c'était Wan, Hassim Wan, Yassin Wan, Dinit, Saïd Dinit, Un natif, je crois. non, non, non c'était Wan, l'ancien premier ministre du Niger qui était au départ. Maman Sidi. Oui, oui, oui. Comment il s'appelle? On n'est pas de. Qui était au Népal. Ils ont signé un papier. Ils ont signé un papier pour demander à ce que l'Union africaine convoque justement une réflexion comme ça sur un peu les enjeux de cette nouvelle époque qui s'ouvre devant nous et que l'Afrique puisse avoir son point de vue. Et je crois que c'est là où la société civile a son importance parce que moi personnellement, par exemple pour la CEDEAO, j'avais une autre idée du cinquantenaire. Voilà, on en partage ça, on en a parlé. Mon idée était moins que... Mayaki, voilà. Ibrahim Mayaki. Alors, moi, mon idée était que, compte tenu de tout ce qui nous arrive dans notre région, et compte tenu de la position que nous occupons sur le continent, il nous fallait avoir je dirais, une période d'écoute, que nos leaders puissent écouter. Et à travers des choses simples, on a organisé par exemple à Dakar des assises de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Bon, il y avait les assises ici pour la jeunesse béninoise, j'ai travaillé avec les jeunes ici, et même on a organisé un petit sommet avec les jeunes pour un peu les amener à s'organiser et à donner aux candidats aux élections donc leur perspective. Et c'est la même chose qu'on a essayé de faire au niveau de la région pour le cinquantenaire. Donc mon idée était que, et je pense qu'on va y arriver, mon idée était que, bon, à un moment, il va falloir que nos chefs, nos leaders écoutent la parole de ces jeunes-là et de ces femmes et bien sûr du secteur privé, etc. Parce qu'ils ont des messages à faire passer. Et c'est à travers ces messages-là que nous pourrons bâtir la réponse par rapport à la situation que nous vivons. Parce que, au fond, pour moi, quand on parle de la jeunesse, je dis que ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Parce qu'eux, ils vivent ça directement. Donc, ce qu'ils ressentent, et surtout cette jeunesse africaine, ce qu'elle peut ressentir, peut-être devrait pouvoir être, je dirais, documenté et emporté dans un cadre de réflexion. Et troisième aspect par rapport à la société civile, pour moi aujourd'hui, le problème de la légitimité de nos institutions régionales se pose aussi par rapport à la société civile. Bon, au niveau de la CEDEAO, pour moi... Est-ce qu'il y a une dérogation ensuite de la légitimité de nos institutions régionales? Non, je veux dire, légitimité, quand je parle de légitimité, c'est par rapport aux populations africaines elles-mêmes. Parce que toutes les attaques que la CEDEAO subit, toutes les attaques que l'Union africaine subit, c'est parce qu'il y a un déficit. Il y a un déficit d'appropriation. Et pour moi, cette appropriation, elle ne peut se faire que si les gens acceptent la légitimité de ces organisations. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous parlez ici à des jeunes du Bénin, bon, ils ne vont pas vous dire du mal de la CEDEAO, mais ils vont vous dire que je ne savais pas. C'est la réponse que j'ai depuis 3 ans. Donc, ça veut dire que cette société civile doit être, et je pose ce que Mathias vient de donner comme possibilité. Bien sûr, notre société civile doit se reconstruire, parce que, bien sûr, le monde a changé, il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Bon, vous savez, c'est partout la même chose. L'USAID est fermé, mais vous interrogez les Européens. Tu sais, c'est entre 25 et 30% de baisse de tous les appuis internationaux. En France, etc. etc. Et c'est une tendance générale. Tout cet argent va aller à l'armement. Oui. Parce que c'est la nouvelle tendance. Ils se frottent les mains depuis... Voilà, bon, voilà. Il y a des industries mourantes qui étaient, par exemple, dans le Rhin, là, qui sont en train de renaître.
Donc, c'est pour dire que nous avons besoin de cette légitimité-là, de cette reconquête de la légitimité. Et ça passe nécessairement, pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, par la mise en place de notre ECOSOC. Ce sont des choses comme ça qui nous permettent de nous renforcer, parce que nos peuples, face à ce monde éclaté-là, nous ne pouvons pas y aller seuls. Aucun pays ne peut résister à cette vague. Donc, et pour que nos institutions puissent résister, il faut qu'elles renforcent leur légitimité. Je pense qu'aujourd'hui, nous pourrions aller vers ce genre de choses. Mettre en place le Conseil économique et social et culturel de la CEDEAO, qui est le regroupement de la société civile, et qui va effectivement pousser la réflexion et mettre sur la table ce qu'attendent les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième aspect, c'est peut-être même du point de vue de la légitimité encore, c'est pourquoi on ne mettrait pas aujourd'hui un terme à cette transition du Parlement panafricain et du Parlement de la CEDEAO, pour qu'on ait des députés de l'Afrique de l'Ouest qui sont élus directement par le suffrage universel. C'est devenu très facile. Nos pays peuvent organiser ce genre de choses. Ce ne seront plus des députés comme ça désignés, mais des députés élus. Et c'est des moments où ils pourront aller vers les populations, leur parler. Bon, maintenant, certainement que ça ne va pas être facile parce qu'il va falloir rééquilibrer, bien sûr, les pouvoirs entre l'exécutif tenu par les chefs d'État et ce que je peux appeler la légitimité populaire qui accompagne tout Parlement. Bon, mais nous devons avoir le courage de trouver les bons réflexes.